Bonjour et bienvenue dans Sois gentil, dis merci, fais un bisou, le podcast des anciennes petites filles sages qui ont arrêté de l'être. Je suis Clémence Bodoc et je suis ravie de te présenter cette semaine une pionnière, sinon la pionnière du journalisme sexo sur Internet. Parler de cul sur Internet à visage découvert est un exercice que je qualifierais de délicat et c'est un euphémisme. Alors être l'une des premières à le faire, franchement, extra big up à Maya Mazorette. Merci. Si tu aimes Sois gentil, dis merci, fais un bisou, tu peux m'aider à le faire connaître en allant mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire sympathique. Abonne-toi sur ton appli de podcast pour ne rater aucun épisode que tu pourras retrouver sur Deezer, Spotify, iTunes, SoundCloud et sur la chaîne YouTube dédiée. Mais sans plus attendre, je passe la parole à mon invité. Bonjour Maya Mazorette. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de me rencontrer dans le cadre de ce podcast. Est-ce que tu as déjà fait un podcast dont l'invité n'a pas dormi de la nuit ? Exactement, voilà. J'allais le préciser. Merci d'autant plus car tu vis à New York. Oui, depuis 4 ans. Et tu es de passage à Paris pour peu de temps. Je suis arrivée il y a quelques heures et je repars à 6h du matin, donc voilà. Visite éclair, donc je suis vraiment hyper contente qu'on ait pu se rencontrer. Avant de te poser la première question, je voudrais préciser que... Alors je te connais parce que tu as écrit sur mademoiselle.com, le magazine dont je suis aujourd'hui rédactrice en chef. Donc tu étais notamment en charge des articles sexo, sexualité. Et donc c'est un peu l'histoire de ma vie en fait. Hein. De parler de cul sur Internet. De cul, ouais. Alors on va revenir à d'où ça t'est venu et comment ça a commencé. Mais la première question que je pose à toutes mes invitées, c'est quel genre de petite fille tu étais quand tu avais 7 ans ? Eh bien, quand j'avais 7 ans, j'étais un peu paumée parce que j'avais sauté une classe. Donc j'étais en CE2. Et j'avais beaucoup de mal à trouver mes marques. Et donc je vivais un peu dans mon monde imaginaire. J'étais pas le mouton noir de la classe, j'étais du coup pas une bonne élève non plus, ni une mauvaise. J'étais en complet décalage et surtout j'avais très très peur de pas être intéressante. Parce que j'avais l'impression que tout le monde était plus grand que moi déjà. Tout le monde se connaissait parce qu'ils avaient eu plus de temps de faire connaissance. Et j'avais l'impression qu'il y avait des gens dont les parents divorçaient, qui avaient déménagé ou qui partaient en vacances dans des endroits super exotiques. Et moi, j'avais l'impression de n'avoir aucune particularité, aucun talent, rien du tout, de pas faire de danse, de pas faire de piano. Et ça me foutait vraiment, vraiment les jetons d'être à tout jamais personne, en fait. Et ça, déjà à 7 ans, je m'en souviens, mais vraiment de manière très, très précise, de me dire, mais qui je suis et est-ce que je vais mourir à Épinay-sur-Orge dans l'Essonne ? Est-ce que tu te souviens quand est-ce que tu es sortie de cette angoisse ? Alors ça, c'est une très bonne question. Je pense que quand j'ai publié mon premier livre, c'est le moment où je me suis dit « Ah bon, c'est bon, en fait, ça va, je vais y arriver, quoi ». Et à ce moment-là, j'avais 21 ou 22 ans, donc j'ai pas eu besoin de trop attendre. Mais j'avais vraiment ce truc de pouvoir éventuellement rater complètement ma vie. Et la peur vraiment de terminer dans la banlieue où j'ai grandi, qui est pas une banlieue nulle, mais pas non plus une banlieue intéressante. Et t'as ce truc de banlieusard où t'es pas dans la nature, et tu vois bien que les gens à Paris, ils ont l'air vachement plus éveillés, ils peuvent faire vachement plus de choses. Et j'avais tellement peur d'y rester. Et puis quand j'ai publié un livre, même si ça veut rien dire à l'arrivée, là en fait c'est le moment où je me suis dit... en fait, si je travaille assez, si je m'acharne assez, parce que j'avais déjà raté 3 envois de manuscrits avant, et finalement, en fait, ça passera. C'est long, 15 ans dans cette angoisse de réussir à se sentir intéressante, parce que aucun doute sur le fait que tu es une personne intéressante, comme vraiment beaucoup de gens. Je pense que beaucoup de gens ont cette angoisse où je suis personne, alors qu'en fait, on est toutes et tous uniques par plein d'aspects. C'était vraiment un espèce de manque de lucidité totale. Parce que j'aurais pu me dire déjà à ce moment-là, par exemple, je suis la plus jeune de ma classe et je l'ai été jusqu'à la fin de mes études. Par exemple, j'ai un prénom à coucher dehors, Maya. Et finalement, il y avait plein de trucs qui faisaient que j'étais différente des autres, mais je ne les voyais pas. C'est super joli, Maya, je suis pas d'accord avec toi. Mais bien sûr, en fait. Mais à ce moment-là, je sais pas, peut-être que c'est aussi parce que j'étais une enfant et je me disais que les filles intéressantes, par exemple, c'était celles qui avaient des cheveux de princesse... ou alors celle qui était championne de gym ou un truc comme ça, et que j'avais pas ce truc spécial où d'un seul coup il faut que ce soit absolument exceptionnel, alors qu'en fait ce qui fait nous des personnes spéciales n'a pas besoin d'être au niveau mondial, par exemple. Je me retrouve totalement dans ce que tu racontes.
À quel moment, est-ce que tu te souviens, de la première fois que tu as exprimé une ambition professionnelle? Tu sais, c'est le fameux « quand je serai grande, je serai ». C'était quoi? T'avais quel âge? Dès que j'ai pu parler, quand je serai grande, je serai écrivain, et quand je serai grande, je ferai de la bande dessinée. Et donc c'est bon, quoi. Et ça venait d'où? Est-ce que tu sais pourquoi c'était ça? Je pense que c'est... Alors moi, je suis un pur produit des obsessions parentales. J'ai une mère qui voulait être écrivain et journaliste, et j'ai un père qui, je pense, aurait voulu être artiste à temps complet et qui était designer dans le textile. Et comme par hasard, absolument tout ce que j'ai fait après correspond aux rêves de mes parents. Et c'est un truc que j'ai du mal à avaler encore aujourd'hui, le fait que quelque part, j'ai l'impression que quelque part, ma carrière m'échappe toujours et m'échappera toujours, parce que quasiment tous les choix que je fais, sauf le sexe, en fait, sont des choses qui ne m'appartiennent pas complètement. Et j'ai un frère plus jeune qui aurait pu, je pense, tourner comme moi, et qui maintenant fait complètement autre chose, parce que je pense que j'occupais en tant qu'aîné cette espèce d'ersatz des rêves parentaux, et que lui, du coup, a pu développer d'autres passions. Alors j'ai une double question. Donc est-ce que ça veut dire que tes parents t'ont toujours beaucoup soutenu parce que tu t'es engagé dans quelque part la réalisation de leurs rêves? Et quand je t'écoute, je me demande si à aucun moment du coup t'arrives à te réapproprier les rêves qui t'ont transmis? Si, je me les réapproprie, mais du coup pas du tout pour les mêmes raisons qu'eux. J'ai été très soutenue, mais par exemple pas pour faire auteur, parce que je pense que de manière très réaliste, ils pensaient qu'on pouvait pas vivre de sa plume. Et mon père me disait, fais surtout jamais de dessin, parce que c'est un travail d'esclave. Ah. Et il disait, voilà, il y a des gens, ce qui compte dans la vie, c'est d'avoir des idées, et c'est les rapporteurs de projets qui récupèrent tout le pognon, et il faut surtout pas être du côté technique des choses. Et voilà. Et mes deux parents me disaient non, être écrivain, c'est bien si tu as ce rêve-là, mais en vrai, il y a 10 personnes en France qui vivent de leur plume, donc tu n'y arriveras jamais. Et pareil, en fait, je crois qu'à 25 ans, dès que j'ai arrêté de faire de la caméra, ce qui était mon métier premier, j'ai tout de suite vécu de mon écriture, en fait. C'était pas si dramatique que ça. J'imagine que ça dépend quel est le niveau de vie que tu vises, parce qu'effectivement, quand tu dis il y a 10 personnes qui vivent de leur plume, non, il y a 10 personnes qui sont riches grâce à leur plume. Exactement, ouais. Il y a plein de pauvres de leur plume, en fait. Mais pour ce qui est de me réapproprier les choses, en fait, c'est plus sur les genres que je vais aborder. Par exemple, la sexualité, c'est pas forcément l'héritage familial. Quand j'ai fait la science-fiction, la fantasy non plus. Donc, effectivement, on trouve un peu les moyens de creuser son sillon. Mais je me dis, mais qu'est-ce que je serais devenue si, je sais pas, ma mère avait été juriste et mon père prof de maths? Et c'est un grand mystère pour moi, de savoir quelle petite fille de 7 ans se serait transformée en quelle fille de 15 ans et en quelle femme de 40 ans aujourd'hui. T'as vraiment la sensation d'être un produit d'une forme de déterminisme? Oui. T'es devenue la fille que tes parents ont eue et ont éduquée. En fait, comme pas mal de personnes, reproduction sociale, il y a vraiment ce truc de... alors en plus, je suis fille de prof, donc forcément à l'école, ça aide. On sait bien que les personnes qui sont journalistes aujourd'hui, c'est plutôt les fils et filles de profs. J'ai l'impression encore régulièrement, quand je fais mes chroniques pour Le Monde, que je fais des rédactions. Et je me rappelle... étant collégienne, avec ma mère qui me saoulait pour que je refasse infiniment mais 3, 4, 5 fois les mêmes rédactions jusqu'à temps qu'elles soient bien. Il m'arrive encore régulièrement de faire mon boulot et de me dire que c'est comme si ma mère était là en train de me forcer à refaire ma rédaction. C'est hyper triste ce que je raconte depuis qu'on a commencé, c'est horrible. Je suis désolée, je vais saper le moral de tout le monde, mais en vrai, je suis joyeuse. Alors, je trouve pas ça triste du tout. Alors déjà, on est en train de se marrer. C'est quand même un bon signe qu'on n'est pas en train de faire des trucs tristes. C'est vrai. Et ensuite, c'est hyper intéressant parce que c'est dur d'arrêter d'être une bonne élève quand on a passé... Alors, je suis un peu plus jeune que toi, mais pas tant. Moi, je vais avoir 32 ans. Et je suis un peu de la même génération, du coup. Et la réussite dans une première partie de la vie passe beaucoup par l'école. Moi, j'ai encore aujourd'hui passé la majeure partie de ma vie à l'école, vu l'âge que j'ai. Donc, c'est difficile de perdre ces bonnes habitudes qu'on nous inculque, cette vision de la réussite qui est de rester dans le moule, rentrer dans des cases, marquer des points.
les comportements qui vont ensuite être valorisés dans la société, et dans pas toutes les sociétés en plus, on va revenir si tu veux parler un peu des États-Unis, mais l'audace, la prise de risque, tout ça, c'est pas des choses qui sont récompensées à l'école, qui sont pas forcément encouragées. Donc je trouve pas ça triste, je trouve ça normal d'arriver quelque part dans ta carrière à avoir du mal à sortir du moule dans lequel on t'a mise pendant 15 ans. Oui, et d'autant que c'est aussi une question d'arbitrage. C'est que si on veut prendre des libertés sur le côté, c'est mieux d'être extrêmement béton au niveau, pour mon métier, donc chroniqueuse, des deadlines, de l'orthographe. Et moi, je n'ai jamais rendu un papier en retard de ma vie. Et je sais que, comme quand j'ai commencé, par exemple, à parler de sexualité, on n'était pas exactement les personnes les plus indispensables du monde dans une rédaction. Tu te dis, tu vas peut-être aussi être la première personne virée s'il y a un problème. Et je sais que l'espèce de discipline que j'ai pour le boulot qui me permet d'écrire les bouquins et de toujours être à l'heure, parce que je suis en fait hyper scolaire et hyper studieuse, fait que ça me permet par exemple de ne pas habiter en France, d'avoir des gens qui me font confiance, d'avoir du coup une liberté totale dans le choix de mes sujets, quasiment pas de relecture derrière moi. Et donc, ma liberté, je l'achète aussi avec finalement ce côté bon élève. Mais parlons du coup de comment t'es arrivée à parler de sexualité. Alors, moi, je te découvre en 2010, parce que je découvre Mademoiselle en 2010. Et t'es une des premières autrices que je repère, parce que j'ai à ce moment-là ce tic peut-être de chercher qui écrit ce que je lis. Parce qu'en 2010, sur Internet, l'information sur Internet, c'est n'importe quoi. Les médias, Le Monde, Libération, Le Figaro, tous ces gens-là sont sur leur modèle papier et ils font n'importe quoi sur Internet. C'est moche, c'est sale, et il y en a plein qui mettent sur Internet, mais enfin c'est pas des articles de presse en fait, c'est mal écrit, c'est truffé de fautes, rien. Et je découvre Mademoiselle et je découvre des articles pertinents, bien écrits, et du coup quand je vois des choses bien écrites je me dis tiens, qui les a écrits. Donc c'est comme ça que je te découvre. Et effectivement je sais pas, on est donc 2010, mais t'avais commencé un peu avant je crois, 2008 de mémoire. J'avais commencé à bloguer en 2001 ou 2002. Donc je fais partie des dino-blogueuses de France. C'est Fabrice Florent qui me racontait ça. C'est la coureuse de caleçon, c'est ça ? Ouais, la coureuse. Et c'était... et j'essayais de me souvenir du nom de la première plateforme de blog. C'était encore avant 26, qui était la première plateforme dédiée. J'avais un espèce de site perso qui n'était pas fait pour ça. Et comme il n'y avait pas les articles ou le dernier publié, celui qui s'affiche en haut, il fallait que je le reconstruise à chaque fois pour remettre le dernier article en haut. Voilà. Les plus jeunes, tu nous écoutes. Voilà, c'est un temps que les plus jeunes ne peuvent pas connaître et en même temps, c'est pas très grave. Voilà. On vous envie. Et voilà, donc moi, j'avais commencé juste après la publication de mon premier roman parce que je voulais un peu continuer ce genre de trucs sur la sexualité, mais sans le côté... sans faire payer les gens, en fait. J'avais l'impression que j'étais pas prête à écrire le bouquin suivant, qu'en même temps, j'allais pas faire un tome 2, et que Internet m'offrait une super plateforme. Et j'ai commencé, j'avais exactement 3 lecteurs, parce que j'avais un compteur de lecteurs, pendant 6 mois. Et un jour, ça a été jour d'explosion, et j'en ai eu 60. Et c'était les débuts des blogs en France, en fait. T'as écrit pendant 6 mois un blog sur lequel il y avait 3 lecteurs ? Oui. Mais tu disais quoi ? Elle venait d'où ta motivation ? Je crois que j'avais vraiment envie d'écrire, en fait. Je fais partie des gens qui écriraient même s'il y avait personne sur une île déserte dans le sable. C'est un peu pathétique, hein, mais... Au contraire, je pense que c'est libérateur de réussir à se dire ça. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est le raisonnement inverse qui prévaut. C'est j'ai envie de créer, mais si personne me regarde, si personne me voit, si personne partage, ça n'a pas de valeur, alors qu'en fait, c'est la démarche inverse. Mais je le fais encore là en ce moment, en fait, depuis quelques mois. Je suis désolée, cette interview part dans tous les sens. Alors, on va arrêter de s'excuser, toi et moi, tout de suite. Ouais. Parce que c'est ça qu'on veut partir dans tous les sens. Non, mais depuis 6 mois, je me suis mise plus sérieusement qu'avant à la peinture, avec l'idée de ne pas être sérieuse, justement, et de tout essayer, de rater, de me planter, d'en faire un espace où, justement, je ne suis pas une bonne élève. Et c'est vraiment tellement jouissif, justement, de faire un truc que personne ne verra. Parce que même si certaines illustrations sont sur mon Instagram,
90% n'est pas montrable à cause de la censure sur Instagram. Oui, donc j'ai une énorme production de peinture planquée. Et je garde en fait, maintenant que l'écriture c'est plus quelque chose que je fais pour toujours être publié, et ben, j'ai quand même un autre espace artistique de choses qui sont complètement privées. Je reviens à la sexualité du coup. Ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé à parler de ce sujet et d'en parler sur Internet ? Alors de parler de ce sujet-là, c'est une question d'être la bonne personne au bon moment, plus vraiment un truc d'opportunité en fait. L'histoire que j'ai racontée 100 000 fois, c'est que quand j'étais enfant, on allait toujours en vacances chez un des bons amis de mon père, qui est sexologue. Et comme on était plein de gamins, moi je dormais dans la bibliothèque du sexologue. Et je pense que dans ma famille, on s'imaginait pas que j'allais lire ce qu'il y avait dans la pièce, ce qui était tragique, tu vois. Donc j'ai été curieuse, donc aussitôt que j'ai su lire, je sais pas, 5-6 ans, il y avait à la fois la littérature médicale, mais il y avait aussi des magazines pornographiques. Il y avait aussi des photos d'art, plein de livres d'art. Et pour m'endormir, en fait, je regardais tout ça et je me disais, c'est incroyable ce que les adultes font. Et pour moi, du coup, mon apprentissage théorique de la sexualité, il a commencé très jeune. Et surtout, il a commencé sans aucune hiérarchie. Le fétichisme, le SM, la sodomie, enfin tout ça, c'était exactement équivalent au missionnaire du samedi soir avec un couple marié. Et ça m'angoissait pas du tout. Je me disais, voilà, c'est un problème que j'aurai plus tard dans ma vie avec les impôts et le permis de conduire. Et voilà, et les gens font ça en fait. Et voilà, donc bon, effectivement, ensuite, adolescence, découverte qu'en fait, non, c'est pas du tout ce que les gens ont en tête. Et du coup, les gens sont choqués par des choses qui, pour moi, sont complètement acquises et sont à un niveau d'horizontalité absolue. Pour moi, le sexe n'est jamais subversif. Et quand, au début, donc, j'ai commencé à travailler pour France 3, au bout de 3 ans, j'en ai eu marre de faire la caméra woman et j'ai voulu passer en presse écrite. Et parmi le peu de magazines qui recrutaient des jeunes journalistes sans expérience, il y avait New Look, Playboy, Entrevue, un peu toute la presse crypto-sexe de l'époque. Et c'est là que j'ai trouvé mon premier CDD et je suis passée très vite en fait chez Playboy, où comme personne ne voulait jamais y rester, en fait, j'ai assez rapidement eu un peu de responsabilité. J'ai eu une chronique chez New Look à 26-27 ans. Et mine de rien, en fait, il y avait vachement d'espace pour quelqu'un comme moi qui partait pas, dont les patrons se demandaient ce que je foutais encore là après 6 mois, parce que tous les journalistes partaient et me disaient « Mais t'as encore des idées pour parler de sexe ?» Et je leur disais « Bien sûr, j'ai pas encore fait un truc zoophile. » Et voilà, et du coup, je suis restée jusqu'à mon licenciement économique quand la marque s'est écroulée. Et c'est pas moi qui l'ai fait couler. Hein. C'était quoi les retours que tu pouvais avoir de ton lectorat à ce moment-là ? C'était sur papier. Ouais. Donc il n'y avait pas de retour. Non. C'est pour ça que mes premières questions, elles sont sur waouh, comment t'as fait et tout. Mais en fait, t'as commencé à une époque où c'était pas comme maintenant, où quand tu postes un truc sur Internet, potentiellement t'as tout l'Internet qui peut réagir et littéralement t'ôter à la gorge. Quand j'ai commencé sur Internet, donc sur des choses plus personnelles en l'occurrence, j'ai vraiment souvenir de l'équivalent de mini shitstorms où peut-être que 80% des commentaires que j'avais quand j'ai commencé, c'était vraiment des insultes, des salopes, t'es qu'une pute. C'était d'une violence vraiment extraordinaire. Et quand les gens me disent que Internet c'est hyper violent aujourd'hui, moi, en comparant avec 2002, je me dis non, en fait ça va, c'est bon, c'est nickel. Franchement, je fais en plus collection des emails et messages horribles que je reçois, donc je m'en sers. Donc ça me passe par-dessus la tête complètement en fait. Tu t'en sers comment ? Là par exemple, dans 2 semaines, je vais donner une conférence à Lausanne sur la légitimité du discours sexuel. Et pour en parler, je m'appuie sur les commentaires que je reçois sur mes chroniques du Monde. Et ces commentaires dessinent en creux en fait quelle serait la personne idéale et le discours idéal sur la sexualité. Et c'est, faudrait pas être une femme, faudrait surtout pas être féministe. Moi, je suis identifiée comme crypto-bolchevique, mais aussi comme grande bourgeoise parisienne, mais aussi comme américaine.
Mais aussi comme... Enfin, il y a des gens qui disent Maya, elle parle que de ses fantasmes. T'as des gens qui disent Maya, elle parle que des trucs qu'elle n'arrive pas à réaliser ou que des trucs qu'elle a fait la veille. Donc, c'est vachement intéressant, en fait. Et c'est vrai que, bon, pas toutes les semaines, histoire de pas trop déprimer, je lis tous les commentaires et je fais des captures d'écran et je les collectionne dans des petits fichiers et je les tag en disant, voilà, sexisme, haine, enfin... Damn. Non, c'est pas de tourpeau. Hein. Mais par contre, je suis archi blindée. Et c'est vrai que quand il y a des moments où c'est un peu dur, où d'un seul coup, je me mets à recevoir plein d'espèces de spam horribles parce que j'ai écrit un article qui a déplu à des masculinistes, par exemple. Et je m'enlève Twitter pendant 5 jours de mon téléphone et puis c'est fini, en fait. Hein. Vraiment, j'ai l'impression que... soit vraiment je manque complètement d'empathie, soit c'est je sais pas, peut-être que j'ai l'art de faire le dos rond ou de faire l'autruche quand je veux ne pas voir certains commentaires, mais c'était tellement horrible parce qu'il y avait pas trop de filles en fait en 2002 sur internet. Donc en plus t'avais tous les mecs qui m'envoyaient des photos de leur pénis, enfin c'était assez bizarre quand même comme début. Et en même temps, j'ai aussi eu l'impression d'être hyper bien accueillie. Parce que j'étais une femme, parce que j'étais un peu la licorne, et enfin, on était plein de femmes, hein, plein. Mais dans le journalisme web, c'est ça que tu veux dire ? Non, dans le monde des blogs. Dans le journalisme sexe, non, parce qu'il y avait personne, en fait, c'est surtout ça, quoi. Parce que c'était pas un sujet. En fait, jusqu'à très récemment, il y avait pas un sujet. Parce que la sexualité, elle était traitée par soit en santé, soit en société, soit en amour, ce qui est encore beaucoup le cas aujourd'hui. Et en fait, ça rentrait dans plein de sous-catégories. Et c'est marrant parce qu'on se dit, tiens, c'est marrant, on n'avait pas compris que c'était un sujet transversal. Alors que bien sûr que c'est économique, que c'est politique, que c'est artistique, que c'est sociologique. Et jusqu'à très récemment, ça, on l'a pas vu. Donc ça veut aussi dire que les journalistes qui traitaient de la sexo, c'était pas leur spécialité, jamais. Donc ils étaient assez sujets éventuellement aux fake news, pas aux fake news, mais peut-être à l'absence de mémoire sur le fait que quand tu as une étude qui contredit les 12 études précédentes, si tu les as pas lues, tu vas peut-être prendre pour argent comptant un truc qui est complètement aberrant. Et en fait, c'est juste que c'est un vrai métier, mais qu'on n'a pas voulu qu'il le soit avant très récemment parce que c'est le sexe. Et parce que le sexe, pour plein de gens, encore aujourd'hui, c'est pas un sujet, ça ne doit pas être un sujet. C'est-à-dire que ça ne doit pas et ça ne peut pas. Ça doit pas parce que c'est obscène, parce que peut-être que les enfants vont tomber dessus. Alors ça, c'est la bonne excuse, c'est les enfants. Mais les enfants tombent dessus, enfin. De toute façon, sur les bons trucs. Oui, c'est vrai, mais... Et même avant Internet, les enfants tombaient sur le journal du sexologue. Donc c'est bien la preuve qu'on ne peut pas protéger les enfants. C'est ouf, mais c'est incroyable qu'en 2018, on en soit encore à cette notion de tabou et de honte et de rejet de ce sujet, alors que c'est partout. Je veux dire, il y a un truc qui me heurte de plus en plus, c'est l'hypocrisie. Alors ça vient notamment depuis la Manif pour tous, ça m'est évident et insupportable, ce rejet de toute discussion autour de la sexualité, du respect de l'autre, du respect de soi, du rapport au corps, etc. Alors qu'en fait, personne ne râle sur les meufs à poil sur les pubs de lingerie dans le métro, dans le bus. Là, pour le coup, on parle pas de protéger les enfants, entre guillemets. C'est la sexualité, elle est partout, elle est dans les pubs de yaourt, dans les pubs pour les boissons gazeuses, dans tout ce que tu veux. Les gens ont toujours l'impression que le sexe, c'est privé parce qu'on leur a dit. Mais c'est pas du tout privé, les fantasmes, c'est pas du tout personnel. Et il y a aussi, alors, pas que de la part de la Manif pour tous, mais aussi des fois de la part des libertins, de tout le monde en fait, de moi des fois, une espèce de tendance à prendre sa sexualité et à la projeter sur tout le monde en se disant mais c'est pas possible, comment peut-on être gay, hétéro, marié, fétichiste, peu importe. Et moi j'ai l'impression que ce qu'il y a de super dans mon boulot, c'est que je suis obligée d'écouter les gens et de les croire à chaque fois. Et c'est pas hyper compliqué quand même. Si les gens me disent un truc, et en l'occurrence ça peut être j'ai envie de faire l'amour avec des vers de terre, ça m'est arrivé, c'est un vrai exemple. D'accord. Mais évidemment que oui, tu vois, il y a même pas
un quart de seconde dans ma tête où je vais me dire ah non, ça c'est pas possible. Mais bien sûr que si, c'est possible. Et si en face de moi j'ai un mec d'1m80 qui me dit je suis une petite fille de 15 ans dans ma tête, ou alors je suis un chat, mais très bien quoi. Mais de quel droit j'irais contredire l'intimité la plus fondamentale de quelqu'un? Et pourtant, la plupart des gens le font. Et pas seulement les réacs, des fois aussi les progressistes. C'est très très usant. J'ai l'impression que c'est un exercice d'écoute absolue. Oui, absolument. Et ça, c'est super parce que autant je peux avoir des gens qui, du coup, vont détester l'idée que mon métier existe et que je l'exerce, autant, moi, je me dis, mais c'est trop génial de traiter de la manière dont la plupart des gens sur Terre expriment leur affection ou leur désir l'un pour l'autre. Je vois pas, à part, peut-être travailler dans la bouffe ou le vin, comment mieux faire, en vrai. Ou peut-être, un jour, je ferai blogueuse sommeil. Mais ouais, je travaille sur l'expression de l'amour et du désir. Et il y a des gens que ça insupporte. C'est ouf. Ouais. Alors, dans cette interview... Ça en dit plus long sur eux que sur moi. C'est certain. Tu m'as choisi, parmi les questions que je t'ai proposées, celle de la première fois que tu es tombée amoureuse et la première fois que tu as eu une relation sexuelle. Je trouve d'autant plus pertinent qu'on y réponde, puisque ça fait partie... c'est des thématiques liées à ton métier. Alors, tu veux commencer par laquelle ? Par la première, sur l'amour, quand même. Parce que c'était avant, quand même. Donc, d'accord. La première fois que je suis tombée amoureuse, je crois pas que c'était d'une personne réelle, comme plein de gens. Et en fait, on a, dans cette manière de finalement pas nous écouter des fois, on a tendance à considérer que l'amour, et le sexe d'ailleurs, c'est qu'avec des vrais gens. Et moi, j'étais très amoureuse de Robert Smith, le chanteur de Cure, pendant, à mon avis, bien 2 ans. Et j'en étais amoureuse, j'avais plein de posters et tout. Et avant de tomber amoureuse d'un garçon avec qui il aurait pu se passer quelque chose, ça me semble finalement tout aussi légitime. Et je pense que je suis tombée dans ma vie amoureuse de plein de personnages de fiction, parce que je suis aussi un cœur d'artichaut, et que ça me semble pas moins profond que d'avoir un truc qui éventuellement est réciproque. Et il y a Agnès Giard, donc la sexperte de Libération, qui a écrit un bouquin génial sur les gens qui tombent amoureux de poupées au Japon, et qui explique en fait que c'est nous, occidentaux, à qui il manque une case en fait, si on peut pas aimer les objets et projeter sur eux tellement de choses que finalement non seulement ils sont une espèce de toile sur laquelle on fait défiler nos fantasmes, mais que cette relation devient tellement riche que ça nous renvoie quand même quelque chose de nous-mêmes. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'avais sélectionné cette question-là. C'était pour rappeler qu'en fait, on n'est pas obligé de tomber amoureux de gens. Et on peut tomber amoureux aussi d'objets. Et du coup, dans cette façon de... Quand tu dis que tu étais tombée amoureuse de ce chanteur, est-ce qu'il y avait aussi une part de projection de fantasme sexuel avec lui ? Ou est-ce que pour toi, c'était l'amour, c'est de déconnecter, ça peut te déconnecter du sexe ? Oui, et en fait, là, ça nous envoie sur ta question suivante. La première relation sexuelle, c'est hyper dur à définir. Parce que la masturbation, évidemment, ça compte comme une relation sexuelle, ne serait-ce que de moi avec moi. Et quand je suis arrivée à ma première fois avec un garçon, donc sur un truc hyper classique où on était tous les deux amoureux et c'était tous les deux la première fois, et donc c'était pas bien, pas mal, pas intéressant. La première fois brouillon, j'appelle. Ouais, voilà, c'est la première fois archi brouillon, quoi. Mais voilà, qui était voulu, désiré et surfantasmé à l'avance et tout. J'étais déjà plus vierge à ce moment-là, techniquement parlant. Et quand je repense à toutes les autres premières fois, si c'est ton premier rapport anal, si c'est la première fois que tu pénètres un mec, si c'est la première fois que tu fais une fellation, si c'était la première fois que tu fais l'amour avec 2 personnes, alors parler de la première relation sexuelle en disant là on va juste choisir celle-là, on va dire que c'est celle-là qui est pertinente, ça me semble pas hyper indiqué. Et je pense qu'il faut arrêter de penser la virginité au singulier. C'est hyper technique. Non, mais je suis en train de parler comme une spécialiste. Là, je suis en train de penser à l'article de Mademoiselle que je vais mettre en lien. Donc, mon actuelle rédactrice sexo s'appelle Queen Camille. Et elle a écrit un article récemment sur la virginité, un concept à abandonner, puisque, en expliquant précisément ça, c'est-à-dire, déjà de base, qu'est-ce qu'on choisit comme critère pour décider qu'est-ce qui est une première fois ou pas ?
Et puis, bien sûr, se décharger de toute la pression symbolique comme si les femmes perdaient quelque chose en ayant une expérience sexuelle, comme si ça t'enlevait quoi que ce soit, comme si on était redevable de quoi que ce soit en termes de symbolique, de pureté, de tout ce que tu veux, etc. etc. Exactement, et c'est d'autant plus absurde que moi j'ai eu l'impression de perdre ma virginité, alors que je m'étais déjà déflorée toute seule comme une grande mais 3 ans avant, quoi. Donc ça n'avait aucun sens. Mais parce que on en a fait un espèce d'objet culturel comme ça hyper important, ouais, j'étais impressionnée. Quand je suis rentrée chez moi le lendemain, j'avais l'impression qu'un truc incroyable s'était passé. Changement de filtre Instagram sur ta vie. Exactement, voilà, ça y est, je suis une femme et tout, mais n'importe quoi, vraiment. Est-ce que, alors, je t'ai pas demandé, mais quel âge t'avais la première fois du coup que t'as couché avec un garçon ? J'avais 16 ans. J'étais, 8 mois avant la moyenne nationale statistique actuelle. Est-ce qu'auprès de tes amis, t'étais déjà du coup l'experte en sexualité avant d'en faire un métier ? C'est-à-dire que tu savais, t'étais décomplexée. Alors non, pas du tout, parce que mon exposition au sexe et au porno s'étant produite uniquement par des livres et des revues et des photos et de l'art, quand j'ai vu pour la première fois un film porno et même une scène de sexe à la télévision, sachant qu'on n'en regardait pas des masses chez moi, je savais pas que les gens bougeaient pendant un rapport sexuel. Moi, lisant des livres et voyant des photos porno, je pensais que on mettait le pénis dans le vagin et c'était fini, quoi. Enfin, on attendait, c'était bien. Ça passionnait les gens. Statique. Mais ensuite, et j'ai un souvenir vraiment d'un film de Louis Malle où ils bougeaient et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font, quoi ? Je savais bien qu'ils faisaient l'amour, mais je me disais, mais c'est hyper bizarre, quoi. Puis après, je me suis dit, ah ouais, non, c'est en fait, c'est ça le standard, quoi. Donc, j'étais pas du tout. Enfin, voilà, j'étais une experte très théorique. Par contre, aussi vite que possible, dès que le premier petit ami était quitté, j'ai voulu essayer plein de mecs. Mais ça n'a pas fait de moi une experte, mais par contre, c'est vrai que. Ouais, j'avais essayé avec plusieurs mecs, avec une fille. J'allais dans des lieux échangistes, SM, pour voir, quoi. Et aussi parce que dès que je suis entrée chez Playboy, j'étais payée pour y aller. Parce que j'en parlais dans mes articles. Donc j'avais en plus une super excuse pour coucher avec le monde entier, en fait. Et c'était vraiment, vraiment super que d'être payée pour ça. Alors, tout ça se passe dans les années 90-2000, fin 90, ouais. Début 2000. Est-ce que... Alors, j'ai la sensation que le féminisme deuxième génération, c'est quelque chose de assez récent. 90-2000, une meuf qui couche avec... qui a beaucoup de partenaires. Comment se passait ta réputation quand tu étais étudiante ou même quand tu as commencé à bosser ? Est-ce que tu as souffert de slut-shaming à l'époque ? Oui, absolument. C'était... super violent, mais en fait, on était tellement maltraités à l'époque, même pour moi qui étais déjà féministe à ce moment-là, que même en résistant à fond auprès de mes amis et de mon entourage, en disant mais j'ai le droit de faire tout ça, et j'avais quand même une horrible réputation. Et c'était le cas aussi quand je suis arrivée chez France 3, où on m'avait fait comprendre que ce serait bien de pas coucher trop avec mes collègues, parce que ça savait... Comme je tournais entre différentes régions, il y avait des gens qui savaient que j'allais arriver alors que j'étais jamais venue dans telle ou telle ville. Ce qui veut dire que les gens n'avaient vraiment que ça à faire que de parler de la CDD qui faisait des remplacements, quoi. Et à la rigueur, pourquoi pas. Mais c'était pas un compliment, c'était une insulte. Et c'était un problème. Même si ça n'empiétait pas du tout sur le travail. Ensuite c'est du journalisme, donc ça discute et ça ragote beaucoup. Mais encore aujourd'hui, de toute façon, ce serait pareil, en fait. Mais en fait, parce que tu vivais ça, parce que tu savais que tu étais critiquée sur ton mode de vie ou tes centres d'intérêt, est-ce que tu étais plus discrète ? Ou est-ce que tu t'en foutais, t'en parlais quand même avec tes amis autour de toi et tant pis si les gens te jugeaient ? J'en parlais quand même. D'accord. Ouais, aucune importance. Alors là... Oui, enfin, je voyais bien que ça allait me sauter au visage un moment ou un autre. Donc, j'ai pas quitté France 3 pour ça. Mais je voyais bien que j'aurais pas pu y rester. Et à ce moment-là ? Oui.
Et j'ai dû... Parce que j'aurais jamais été embauchée, en fait. Je serais restée dans la catégorie des journalistes pas fiables. Et parmi mon groupe d'amis, je les ai tous plantés à un moment quand j'ai eu 25 ans, parce que je me suis aperçue que, en fait, non, c'était pas des blagues, en fait. C'était du manque de respect, donc non, quoi. Wow. Et je crois qu'ils ont jamais compris, en fait. Je leur ai expliqué plein de fois. Parce qu'ils m'ont dit, mais on ne te voit plus, enfin, tu vois, et je décrochais pas, et j'avais dit, mais vous n'êtes pas des amis, en fait. Vous vous comportez pas comme des amis. Et je pense qu'encore aujourd'hui, ils savent pas pourquoi je suis partie. Eh bien, on les salue s'ils nous écoutent. Peut-être qu'ils comprendront mieux. Non, je ne crois pas. Non, mais quand il manque une case, il manque une case. Mais en fait, t'as dû... Alors, commentaire d'extérieur, mais t'as dû te sentir tellement seule pendant tout ce temps, à parler d'un sujet comme t'en parlais, à vivre comme tu vivais, à un moment, alors j'ai l'impression de parler de... Il y a 25 ans, mais non, il y a juste 10 ans. Mais tu sais, en fait, quand tu dis il y a 25 ans, c'est pas complètement éloigné de la réalité, parce que moi, je suis entrée dans ma première, et dernière d'ailleurs, association féministe, en 95. Et je m'en souviens parce que c'est l'année où j'ai passé mon bac. Et donc t'avais 17 ans ? J'avais 16 ans. Et oui, alors, ouais. Yes, c'est la classe, j'ai fait le calcul. Et il n'y avait pas de... à ma connaissance, j'avais jamais entendu parler d'un féminisme pro-sexe. Et du coup, le faire en pratique, sans avoir de théorie sur laquelle s'appuyer, où moi j'étais dans des trucs assez... j'étais dans une association vraiment féministe radicale, où il y avait pas mal en fait de femmes qui n'étaient pas intéressées par les hommes, alors que moi, oui, vraiment. Il y avait quand même à un moment le sentiment de pas réussir à avoir trouvé vraiment sa maison intellectuelle ou émotionnelle où se sentir bien. Mais oui, effectivement, mais en fait, moi, la solitude, c'est un truc que je gère hyper bien, donc peut-être que je m'en rends pas plus compte que ça, en fait. Et quand tu disais que t'étais déjà féministe, ça t'est venu d'où ? Ton féminisme, il vient d'où ? Alors, mon féminisme, il vient de mes parents, déjà. Donc ça, c'est tellement génial. Mon père s'est mis à mi-temps quand je suis née, donc j'ai beaucoup été poussée en landau par mon père quand j'étais petite, et il m'a raconté moult fois que ça se faisait tellement pas à Épinay-sur-Orge à l'époque, que des fois il y avait des gens dans la rue qui l'arrêtaient en lui demandant si c'était à lui le bébé. Et c'était moi le bébé, parce que un homme qui pousse une petite fille, quoi. Et donc voilà, donc mon père s'est beaucoup occupé de moi pendant que ma mère reprenait ses études. Et moi j'ai donc un frère, on a été élevés exactement pareil, il n'était pas question que je fasse quoi que ce soit déjà, et certainement pas plus que lui. Et je me souviens qu'à 5 ans, en école maternelle, je jouais à chat avec les garçons dans la cour, et ils m'ont dit tu peux pas jouer avec nous parce que t'es une fille et tu cours trop vite. Et je suis rentrée hyper perplexe à la maison pour aller parler à mes parents et pour dire mais j'ai pas compris la connexion entre courir vite, être une fille et jouer à chat. Est-ce que je peux avoir une explication de texte ? Et voilà, ils m'ont dit d'ignorer ces garçons. Et j'ai continué à jouer à chat avec les garçons, en fait, après. Et là, je me suis dit, en fait, je suis une fille. Et je m'en souviens encore vraiment de manière super précise aujourd'hui. Je revois la cour de récréation et la tronche de cet horrible gamin me disant que moi, non. Donc tu as un féminisme qui est très, j'appelle ça pragmatique, intuitif, c'est-à-dire par l'expérience, par le quotidien. Et... pas seulement, en fait. C'est-à-dire que donc ça, c'est la version 5 ans. Ensuite, il y a la version 13-14 ans avec les cheveux très courts et des gros pantalons, parce qu'il était absolument inimaginable que je continue à être une fille. Alors si moi j'avais été dans la génération d'aujourd'hui, j'aurais été trans à fond. J'aurais, je pense, demandé des bloqueurs de puberté. Je voulais absolument pas faire... Enfin, c'était pas que je voulais pas être une femme, c'est que je voyais bien en lisant les news que c'était pas un sort enviable, et je voulais pas être du côté des perdants. Et je me disais, quand j'aurai 18 ans, je changerai de sexe et je deviendrai un homme. Et avant ça, alors que vraiment je m'en sortais pas de cette histoire, je me disais mais je vais pas y arriver à être une femme, ça va pas être possible du tout. Mes parents avaient le deuxième sexe de Simone de Beauvoir à la maison, et je l'ai pris pendant des vacances en Bretagne où il pleuvait, donc c'était bien, t'as le temps de le lire, et j'ai tout lu et j'ai pleuré du début à la fin.
Et en même temps, à la fin, je me suis dit, ok, donc si c'est pas un destin, je peux faire quelque chose. Si je peux faire quelque chose, c'est bon, je peux être une femme. Et donc c'était en fait assez vite un féminisme hyper théorique. Et je suis tout de suite rentrée en association féministe. Et il y avait pas grand monde à cette époque-là, au point qu'en fait on était déjà médiatisés. Donc l'association s'appelait les Maries Pas Claires. Et je me souviens avoir été photographiée à 17-18 ans pour des magazines comme ces jeunes filles qui sont encore féministes. À un moment où plus personne ne l'était, où c'était vraiment le truc, mais aigri, mal baisé, et mes potes me disaient ça, et mes profs me disaient ça. C'était, mais comment tu peux être féministe ? Enfin, toi qui en plus n'es pas moche, en plus t'es hétéro et tout. Et j'ai jamais lâché là-dessus. Mais il y avait personne, hein, en fait. On était, je sais pas, non, on n'était pas 4, mais en fait, il y avait plein d'associations. Il y avait Clémentine Autain qui faisait mixité à côté. Il y avait la CADAC pour la coopération des droits des femmes. Enfin, il y avait des choses, mais en manif, c'était pas brillant, quoi. Je pense que c'est le moment où je vais raconter mon origin story, mademoiselle, car c'est grâce à toi que j'ai découvert Mademoiselle. Et donc t'es ma porte d'entrée sur le féminisme. Donc pour l'anecdote, moi j'ai fait Sciences Po et je faisais un stage chargé de mission égalité homme-femme, mais avec cette conviction que le féminisme c'est un truc des années 60 et qu'en fait là on n'est pas en train d'être là je suis pas en train d'être féministe, en fait je suis en train de, il y a les vieux dinosaures qui vont mourir, enfin qui vont partir à la retraite et ensuite mourir, donc voilà, le monde va changer d'ici peu, mais en attendant il faut corriger les déséquilibres du monde d'hier. Mais du coup j'avais vraiment une approche très pragmatique et pas du tout idéologique des problèmes, et je me retrouve dans ce grand groupe industriel qui est donc à plus de 80% masculin, grosse culture masculine, et en même temps c'est un univers que je connaissais bien, donc j'étais pas déboussolée. Et je faisais une revue de presse régulièrement sur l'égalité homme-femme. Et forcément, régulièrement, je tombais sur des sites féminins. Mais alors, quand je tombe sur un site féminin, je ferme l'onglet immédiatement parce que j'ai peur d'attraper des complexes. Parce qu'un jour dans ma vie, j'ai lu un magazine féminin et je me suis sentie mal après. Et je me suis dit, pourquoi ? Et j'ai compris, parce qu'en fait, c'est putain de nid à complexe, c'est plein de, enfin bref, à brûler. Donc en fait, et pareil pour moi, je m'expose pas, de même que j'irais pas, je sais pas, respirer un pot d'échappement, je lirais pas un magazine féminin, c'est impossible. Mais j'ai fait la même chose sur internet. En plus, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur l'information sur internet en 2010, c'était n'importe quoi. La presse féminine ne faisait évidemment pas exception, c'était déjà blindé de pubs de régime dans tous les sens. Donc vraiment, je tombais sur un site féminin, je fermais l'onglet. Donc plusieurs fois, j'étais tombée sur Mademoiselle, mais je vais faire mon onglet parce que je vois que c'est Mademoiselle, donc c'est sans doute un site féminin, c'est sans doute de la merde, je dégage. Et un jour, je préparais une note sur les inégalités économiques entre hommes et femmes, et je tape dans Google combien ça coûte d'être une femme. Et le premier résultat est un article dont le titre est combien ça coûte d'être une femme sur mademoiselle.com. Donc j'ai un petit moment un temps d'arrêt en me disant ça fait bugger ma matrice interne car c'est la question que j'ai posée, donc cet article a potentiellement la réponse, mais c'est un site féminin donc c'est de la merde, donc surchauffe, explosion interne. Et donc comme je suis butée mais pas complètement, j'ai donné une chance à cet article, c'était le tien. Tu le sais, mais les auditeurs, du coup je fais un reveal, c'était ton article. Et c'était un excellent article qui répondait précisément à l'intuition que j'avais, c'est-à-dire la liste de toutes ces petites contraintes économiques invisibles peut-être au regard de la société, parce que alors il a un peu mal vieilli, je pense. Il y a des choses qui aujourd'hui ne rentreraient plus dedans parce que tu comptais l'épilation, tu comptais le maquillage. Je pense qu'aujourd'hui on a fait tellement de chemin sur les injonctions que certaines dépenses seraient à nuancer, mais elles sont pas éliminées parce que pour et je pense beaucoup que j'en ai raté aussi. Je pense qu'il y en a d'autres qui arrivent aujourd'hui. Ouais. La taxe rose, par exemple, oui. Je ne savais pas qu'elle existait à cette époque-là. Oui, la différence de prix pour certains produits, oui. Aujourd'hui, si on refaisait cet article, on y rajouterait toutes les problématiques écologiques qui seraient, en tant que femme, comporte-toi bien, sois parfaite, donc cuisine de saison et n'achète pas des trucs sous vide en plastique et tout, sinon t'es une mauvaise mère, etc., etc. Donc en fait, cet article, il répondait précisément à la question que j'avais posée, et du coup, je suis restée sur Mademoiselle, j'en suis jamais partie.
Merci beaucoup pour ça. Je voulais te rendre ça parce que je pense que tu fais partie, je le disais en intro, des pionnières sur le sujet et sur le sujet de la sexualité assez seule, encore une fois. Et je vois pas beaucoup aujourd'hui dans le milieu du journalisme sexo ou plus globalement en fait sur le journalisme féminisme sur internet de véritable sororité. Je sais pas si tu partages ça. En fait, alors c'est peut-être parce que t'en fais pas en fait. Alors sur le sexo non, sur le féminisme web oui, mais particulièrement alors sur le féminisme sexo, je sais pas. En sexo, j'ai l'impression que je connais pas mal de meufs qui font mon métier. Et de mecs. D'ailleurs, après cette interview, je vais boire des coups avec. Yes. Et ça fait des années qu'on se connaît quasiment tous et toutes, qu'on boit des coups ensemble. Quand on a besoin d'informations, on se les refile, ou de témoignages, ou de documentation scientifique. Et il y a une super sororité, et fraternité en l'occurrence. Comment on dit déjà ? C'est quoi le mot pour sororité plus fraternité ? C'est adelphité. Voilà. Tu m'apprends un truc. Bon, il y a une super... j'espère que je ne suis pas en train de me rendre ridicule. Je crois que c'est adelphité. Entre journalistes sexos, en fait, ça se passe super bien. On ne se tire pas dans les pattes. Et je ne connais pas ça ailleurs, en fait. Et en féminisme, par contre, je ne sais pas si c'est vrai. Moi, j'ai pas ce sentiment aujourd'hui, Ouais. mais peut-être aussi parce que c'est allé très vite et très fort, parce qu'on parlait tout à l'heure de la violence des commentaires. Alors, on parlait de la violence des commentaires en sexo, mais en fait, en féminisme, ils sont très violents aussi. Bien sûr. Et de plus en plus, ils le sont sur plusieurs fronts, en fait, sur le front des antiféministes, bien sûr, mais je vois aussi beaucoup de débats violents dans le ton, en fait, qui ont lieu entre féministes, et une violence que je peux comprendre, parce qu'en fait, elle est nourrie par de la colère liée à des injustices. Donc, à plein de niveaux, je trouve que c'est légitime de s'indigner. J'ai juste du mal avec le fait que on fait partie du même camp, c'est-à-dire des gens qui veulent voir le monde changer, des gens qui veulent faire bouger les lignes, et on le sait parce qu'on le fait, Ouais. que c'est difficile en fait, et on le sait parce qu'on le fait que la perfection c'est pas l'objectif, c'est peut-être un idéal vers lequel tendre, mais je sais pas si quelqu'un aujourd'hui se prétend je pense que le moment où on glisse sur cette banane, ce qui peut m'arriver personnellement, c'est quand on se dit que la forme de féminisme défendue, sur par exemple le féminisme essentialiste, donc ça veut dire que les femmes seront toujours des femmes, les hommes seront toujours des hommes, on se dit que leur horizon d'espoir, ce serait notre pire cauchemar. Et ça, effectivement, ça justifie que des fois on puisse s'agacer un peu ou sortir le bazooka. C'est ça la vraie ligne de fracture entre... ensuite, la ligne de vrai fracture idéologique, elle est sur l'essentialisme. Ouais. En fait, c'est encore ce truc dont on ne sort pas, de nature et culture. En fait, c'est un peu Peggy Sastre contre le reste du monde, oui, en ce moment. Mais c'est une vraie question de... C'est pas une question d'acte de foi, parce que je voudrais surtout pas leur donner ça. De quel pouvoir t'estimes que t'as sur ta vie. Et pour moi, qui suis plutôt du genre à prendre tous les taureaux par les cornes, j'estime que... parce que je suis très privilégiée aussi, mes capacités de changement, de réinvention, d'évolution sont absolument énormes. Mais j'estime que vraiment je peux changer, que j'ai changé plusieurs fois de personnalité, de passion, de pays, de mec, de langue, de tout. On a ce truc un peu de Zygmunt Bauman où on pourrait atteindre l'immortalité par la quantité de vie vécue dans une seule vie. Et que l'essentialisme m'enlève ça. Et je trouve ça extrêmement problématique. Et outre que donc sur moi, parce qu'intimement je l'ai vécu tellement de fois, je sais que c'est faux, mais que éventuellement des nanas plus vulnérables puissent le croire et se retrouver enfermées dans un truc qui n'est pas une fatalité et se retrouvent prisonnières d'un truc qu'elles n'ont pas choisi, à se dire c'est comme ça, je suis une femme, donc du coup je vais juste rester là-dedans. C'est pas horrible, mais c'est pas exactement ce que je voulais. Ça me semble tragique. C'est comme si en fait on amputait des vies ou du potentiel, alors que les gens pourraient être tellement plus heureux. Et c'est pour ça que j'ai un peu la rage face à ce féminisme-là qui est aussi ce sexisme-là.
parce que je crois vraiment que ça coupe les gens en deux, quoi. Et c'est une forme de cruauté qui est intolérable. À propos d'avoir le pouvoir sur sa vie, une des questions que tu m'as sélectionnées, c'est la première fois que tu as eu envie de fuir, de disparaître ou de tout arrêter. Oh, il faut absolument parler de ça. Réussir à faire plein de choses, ça ne veut pas dire qu'on va tout réussir à faire. Et je pense que c'est très très important pour toutes les nanas qui sont dans ce podcast et ailleurs, de voir tout l'envers du décor, qui est ce côté pas ce qu'on monte sur Instagram. Et alors moi, je me suis vautrée 125 fois, donc je l'ai mentionné tout à l'heure, avant de publier mon premier bouquin, j'en ai raté plein. Et c'est très long à écrire un livre entier quand on a 16-17 ans. Et faut y aller quand même. Et moi, j'ai vraiment, vraiment eu des gros passages à vide dans ma vie, avec des grosses envies de me jeter par la fenêtre, qui ont duré longtemps, avec des semaines entières à pas réussir à sortir du lit ou à me coucher à 19h30, après avoir appelé ma mère. Et la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était là en février-mars, donc encore très récemment. Et même si ça se voit pas parce que je suis une bonne élève et que je rendrai toujours mes papiers à l'heure, avec le sourire, il y a plein de fois où j'ai envie de fuir et disparaître. Et je me demande même si j'en ai pas un peu besoin de temps en temps de vraiment toucher le fond et de me dire que tout est horrible, pour d'un seul coup justement trouver un peu le déclic qui va faire que je vais changer le truc qui va pas. Et moi, je suis pas très lucide sur ma vie, donc j'ai besoin que ça aille très mal avant que je change le moindre truc. Et aujourd'hui, par exemple, ça va très bien. Et j'estime que c'est complètement le produit du fait que j'ai fait, à mon avis, une mini-dépression nerveuse de 2 mois l'an dernier. Donc voilà, si ça arrive, mais alors vraiment, aucune inquiétude. Faut passer le temps au lit qu'il faut passer, boire les litres de vin, enfin voilà, avec modération, tout ça qu'il faut. Je sais pas, prenez de la drogue, prostituez-vous. Non, je déconne. non, mais si ça. Ne me crée pas les problèmes. non, voilà, je n'ai pas dit ça. Mais évidemment que dans un truc qui de l'extérieur peut paraître assez glamour, genre New York, le monde et tout, mais évidemment qu'il y a 1 million de gamelles qu'on se prend derrière, de déception, évidemment que voilà, que nous aussi nos parents tombent malades et que les projets sont refusés et que sur les dernières années, mais j'ai encore eu je sais pas, 5 bouquins refusés. Enfin, j'ai fait un espèce de il y a 2 ans où je me suis dit, mais je vais jamais arriver à republier un truc de ma vie. Tout ce que je fais rate, quoi. Et puis finalement, ça va. Et puis après, je me reprends 5 portes dans la tête. Et puis après, c'est reparti pour une bonne série. Donc vraiment, 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 faut pas se décourager. Il y a une phrase que je me répète beaucoup en ce moment, c'est on a dit que c'était possible, on n'a pas dit que c'était facile. Ouais. Ouais. C'est pour me rappeler d'oser faire des trucs sans me flageller quand j'échoue, parce que on a dit que c'était possible, on n'a pas dit que c'était facile. Et ensuite, les gens ont vraiment, vraiment tendance à nous dire que les choses sont plus compliquées qu'elles le sont. Et je sais que sur des choses que j'ai fait, enfin, je sais pas, comme moi, je suis la reine de je prends un billet d'avion, je pars et je reviens jamais. Ça, c'est quand j'ai quitté la France il y a 12 ans. Je pensais que j'allais rentrer 6 mois après. Hein. Et quand j'ai commencé à envoyer des manuscrits ou à me dire que j'avais envie de faire de la radio ou là à me mettre à faire de la peinture, mais évidemment qu'à chaque fois, en fait, les gens ne vous donneront, auditrices, jamais de permission de prendre des libertés. Si ça s'appelle la liberté, d'ailleurs, c'est parce qu'il faut la prendre soi-même. Il y aura une force de résistance absolument stupéfiante de la part, mais même des fois de vos amis et des gens qui vous aiment sincèrement, parce que le changement, ça fait peur. Et vraiment, vraiment, en fait, il y a très peu de choses qu'on peut perdre en osant. Et la pire des choses qu'on puisse perdre, c'est juste, enfin, au pire, on échoue, quoi. Mais ne pas avoir essayé, ce serait vraiment, vraiment la pire des choses. Et en fait, ça recoupe un petit peu ce que je disais avant sur le fait d'avoir une vie amputée. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'effraie complètement. Comme je ne crois pas en la vie après la mort du tout, ni en la réincarnation, j'ai que ces quelques années-là. Et si je fais pas absolument tout ce que je veux, si je réalise pas tous mes rêves, ou si au moins j'essaye pas, alors j'aurais un peu foiré ma condition humaine. Et il n'y a pas de deuxième chance.
Merci beaucoup pour tout ça. je bois tes paroles. Et je pense que c'est aussi plus difficile pour les femmes à qui sont socialisées en fait dans le fait d'avoir le second rôle dans leur vie. C'est très facile, mais même pour moi encore aujourd'hui, de me dire ouais bah attends, je vais bien faire ce petit truc en plus. Non mais attends, lui sa carrière. J'ai rencontré en fait, et vraiment donc je remercie cette personne-là que j'ai en tête. J'ai rencontré il y a quelques années une nana très sympa, intelligente, trilingue, tout ce que tu veux, qui n'arrivait pas à faire autre chose qu'assistante parce elle croyait pas du tout en elle et elle disait non mais moi ça va, je préfère juste me mettre au service des autres et être là en position de support. Et c'est un truc qui finalement est une vraie facilité en fait. Ça peut paraître assez naturel de se dire mais finalement je suis pas si géniale que ça, donc j'ai qu'à aider cette personne-là qui est peut-être pas plus géniale que moi mais qui a l'air d'avoir un peu plus je sais pas la flamme. Et ces personnes-là m'ont fait suffisamment peur suffisamment tôt pour que je me dise alors donc ça non, alors donc là c'est ma vie et je peux absolument pas être au service de quelqu'un d'autre. Ça veut pas dire que je file jamais de coup de main, bien au contraire, mais c'est moi d'abord. Damn, tu viens de me mettre une claque. Car ma première ambition dans la vie, c'était de faire de la politique. Et c'est aussi un de mes plans de carrière future, de me dire j'y reviendrai. Mais je me suis toujours dit, en directrice de campagne, en suppléante de quelqu'un, en coulisses. Et pas... Non, bien sûr, moi, je veux pas être candidate à quelque chose. Attention, tu vas mourir un jour. Damn. Non, mais c'est important parce que... moi, ça va sembler absurde, mais... par rapport à toutes les milliards de potentiels d'êtres humains qui ne vivront jamais, dont l'ADN ne sera jamais mixé ensemble. Nous, on a ce truc-là qui n'est pas toujours facile, qui est que on a quelques années où on est en vie. Et du coup, ça veut dire que quelque part, on n'a pas vraiment d'autre choix que quelque part de l'être à fond. De réparer finalement toutes les existences qui sont brisées, mais pas seulement celles c'est pas des fœtus qui n'ont pas grandi dans un ventre ou des enfants mort-nés, mais aussi des personnes qui sont nées pauvres, qui vont le rester dans une indigence totale, les personnes qui sont je sais pas, dans des handicaps extrêmes et très invalidants, les enfants qui sont assassinés très jeunes, je sais pas, les gens qui vont tomber dans la drogue. Il y a finalement très peu de personnes qui ont la chance de pouvoir s'accomplir. Et si on est dans cette position-là, outre qu'il faut aider les autres et passer un peu... rendre un petit peu. Ouais, rendre un petit peu le privilège qu'on a. Il y a plein de choses à faire qu'on a, je crois, tendance à oublier, comme vraiment d'être content de bien manger, de bien boire, de bien dormir. Et moi, je fais des trucs très simples. Depuis toujours, qui est que je marche beaucoup tous les jours. C'est rare que je fasse pas 10 km par jour. Je suis dans la nature beaucoup, même si c'est... là on fait le podcast en face d'un parc, donc c'est de la triche. Et j'essaye soit de voir le soleil se lever, parce que je suis du matin, soit de voir le soleil se coucher, soit de voir les étoiles, ce qui n'est pas toujours évident quand on est en ville. Ou d'aller mettre au bord de la mer et d'essayer de me dire c'est quoi la manière la plus ample possible d'être humaine. Et c'est pas forcément être plus heureuse, c'est pas forcément être mieux entourée pour moi qui suis plutôt solitaire, c'est des fois être très triste, très déprimée, ou complètement dans la jubilation, ou très ennuyée, ou très impatiente. C'est de ressentir les choses. Et dans une espèce de complétude. Et je crois que à l'arrivée, moi je me dis toujours qu'est-ce que je vais penser pendant mes derniers instants, et si je continue bien là sur ma lancée, normalement je pense que je serai assez contente de moi. C'était quand la première fois que tu t'es fait confiance? Tout de suite. Alors là, mais moi j'ai un ego terrifiant. Je sais pas d'où il sort, mais même quand je pensais que j'étais pas intéressante, par contre, je me disais que j'allais y arriver quand même et que j'allais bien trouver un moyen de sortir de la banlieue. Et je sais que ça peut sembler un peu paradoxal avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais
Mais je savais qu'au pire, j'étais studieuse et disciplinée et que d'une manière ou d'une autre, fallait que ça passe, quoi. Alors, c'est pas paradoxal, je trouve que ça explique beaucoup mieux comment t'arrives à passer 15 ans dans l'angoisse de est-ce que je vais réussir à être intéressante. Ah ben, comme ça, en fait, c'est que du coup, t'as jamais douté que t'allais y arriver. C'est juste que ça a mis le temps que ça a mis pour que t'en sois satisfaite. Ouais, et puis c'est bien d'avoir peur, en fait. C'est bien de garder la trouille. Enfin, je ne suis jamais retournée à Épinay-sur-Orge, mais encore aujourd'hui, je me dis, mais si jamais les choses se passaient très très mal, si jamais je retournais dans la même ville à élever des enfants qui iraient dans la même école, enfin, tu vois, un truc de boucle où tu dis, si tes enfants ont la même enfance que toi t'as eu, alors quelque part, c'est comme si t'avais pas vécu. Ça reste toujours aussi motivant aujourd'hui, en fait, hein. Oui, parfois je me dis, ma vie serait plus simple si j'étais jamais partie de ma région, si j'étais comme certains de mes amis de l'époque, je m'étais mariée, j'avais des enfants, j'habitais dans le coin, etc. Et du coup, je rentre chez mes parents quelques jours et je repars en me disant, non, je préfère avoir une vie compliquée, mais qui me correspond, plutôt qu'une vie simple qui n'est pas celle que j'ai choisie. Alors attention sur ça, parce que c'est exponentiel, en fait. C'est que, alors moi, quand je reviens à Paris, ce qui est déjà ce qui était une super upgrade dans ma vie, la plupart des amis que j'avais ici, ils sont encore. Pas mal font les mêmes boulots et ont toujours le même groupe de potes. Et ça me traumatise complètement. Mais quand je reviens en Allemagne, quand je reviens au Danemark, les gens, ils sont encore. Et je me dis, oh là là, c'est terrible, ils sont encore là. Alors que moi, effectivement, donc je bouge toutes les quelques années. Et maintenant, je me dis, ah ouais, mais les gens qui sont dans la diplomatie ou dans l'armée, mais eux, ils bougent tous les 2 ans plutôt que tous les 3 ans. Du coup, ils doivent penser que je suis vraiment quelqu'un d'incroyablement sédentaire. Mais effectivement, quand on part une fois, ce que je suis pas sûre qu'on puisse revenir en arrière dans sa vie. C'est un pied qu'on met dans un engrenage et on sait pas où ça va nous emmener. Et tant mieux. Ça, je pense que c'est la première leçon des voyages, c'est que comme le temps avance, tu peux pas revenir. Revenir, ça veut juste dire tu arrives à un autre endroit qui se trouve être le même géographiquement, mais dans le temps, c'est plus le même. Et ta vie n'est plus la même à ce moment-là, et ça avance, quoi. Mais je chéris en fait le fait de superposer les existences les unes sur les autres. Parce que même si ça fait 4 ans que je suis aux États-Unis, en plus, je bouge de ville en ville très régulièrement. C'était quand le jour où tu as pris conscience que tu fais bouger les lignes ? Alors ça, c'est une bonne question de billard à 12 bandes. Parce que c'est les lignes que j'estime faire bouger. Elles n'ont pas lieu maintenant, elles ont lieu dans le futur. Mon plan secret de domination du monde, c'est que en fait, la sexualité des gens, par exemple, ou leur rapport au genre, ils bougent pas tout de suite. Parce que c'est tellement intime que ce serait à la rigueur complètement injuste de leur demander de changer d'avis parce qu'ils ont lu tes chroniques. Ce serait très prétentieux. Mais les gens qui lisent mes chroniques aujourd'hui et qui ont des enfants ou qui vont avoir des enfants, ces enfants-là vont être élevés avec peut-être ces rêves-là. Et certains de ces enfants seront des créateurs, des artistes. Et ils vont écrire des livres, ils vont faire des films, des séries, des jeux vidéo et les autres amusements qu'on aura dans le futur. Et les séries créées par cette génération-là qui vient après vont faire partie du patrimoine culturel viscéral dans 2 générations. Et c'est ceux-là qui seront sauvés. Et pour moi, les articles que j'écris sont valables dans 50, 60 ans. C'est une jardinière, en fait, tu plantes des graines. Ouais, exactement. Et c'est dans ta récolte que ça va faire des fruits. Oui, parce qu'on voit bien dans les statistiques que les gens font l'amour comme mes parents et quasiment comme mes grands-parents. En vrai, même sur les comportements hommes-femmes, quand on voit qui s'occupe des gamins, qui fait le ménage, on voit bien que les choses bougent pas très vite. Et alors moi, je crois, parce que j'ai beaucoup été sauvée par la fiction, que c'est la fiction qui a un pouvoir d'imaginaire et d'inspiration qui est suffisant pour vraiment, vraiment faire bouger les lignes chez les enfants. Et comme en ce moment, je ne fais pas de fiction, mais que je pense que je suis lue par les gens qui vont faire la fiction de demain, c'est pour ça que je peux pas me projeter avant 2 générations. Mais ça demande un peu de patience. Mais c'est pas grave, en fait, parce que moi, tant que je fais ma part du boulot, je suis droit dans mes baskets et je sais où je vais, quoi. Est-ce que tu as des rôles modèles
hommes ou femmes, qui t'ont particulièrement inspiré? Plein. Alors bon, il y a Simone de Beauvoir, parce que c'est forcément pour moi un peu un des tournants, une des pierres angulaires de ma vie. C'est la personne qui m'a donné l'espoir de contredire la biologie. Enfin, ou ce qui était perçu comme un destin biologique à ce moment-là. Ensuite, des gens comme Christiane Taubira, comme Barack Obama, m'inspirent énormément. Et voilà, dans le genre un peu plus chelou, je suis une énorme fan d'Alexandre le Grand. Et si je pouvais avoir un seul rôle modèle, en vrai, avant Simone de Beauvoir, je choisirais Grande Trahison, Alexandre le Grand. Mais pourquoi? Parce qu'il justifie, à mon sens, l'existence de l'humanité. C'est-à-dire que tu as un gamin, bien né, certes, élevé par un philosophe qui décide qu'il va unifier le monde. Et qui y allait, et qui, s'il n'était pas tombé malade et avait eu quelques déboires suite à avoir fait plein de guerres, il aurait peut-être réussi. Et son rêve d'unir l'Orient et l'Occident, quand on lit à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui, est incroyablement puissant et beau. Et en plus, il était super beau gosse. Je suis ravie d'avoir posé la question car je ne m'attendais pas à cette réponse. Merci pour ça. C'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné dans la vie? J'ai l'impression qu'on m'en a donné un paquet. En fait, c'est pas... je dirais pas que c'était les conseils qui étaient les pires, si je peux détourner la question. C'était les super prédictions. Et alors là, vraiment, j'en ai deux qui me viennent en tête. J'ai une prof de l'école de journalisme qui m'a dit que ma voix était trop pourrie pour faire de la radio. Parce que je parle trop vite, ce qui est vrai. Parce que je parle pas assez fort, ce qui est vrai aussi. Mais n'empêche que j'ai fait 2 ans à France Inter et l'an dernier, j'étais sur Arte Radio. Donc, en termes de j'y arriverai jamais, bah si. Et il y a 2-3 ans, j'ai un espèce de vieux mec éditeur qui m'a dit que je saurais jamais dessiner parce que j'avais pas un squelette qui était fait pour ça, parce que je m'y étais mise trop tard, sachant que j'ai toujours dessiné toute ma vie. Et que voilà, c'était flingué, quoi. Et aujourd'hui, je fais toutes mes illustrations pour Le Monde. Je suis donc aussi illustratrice professionnelle. Donc voilà, faut se méfier un petit peu des gens qui, en plus, sous le couvert d'être un peu sympas, qui prétendent te faire gagner du temps et te donner un avis réaliste sur tes capacités, se permettent de t'assigner à des incompétences ou des impossibilités qui sont pas vraies, quoi. Et c'était un peu des conseils, en fait. Ouais, c'était un peu... ne fais pas ça, tu n'y arriveras pas. Ne fais pas ça, ça sert à rien. Bah si. Enfin. Et est-ce que tu as retenu le meilleur conseil qu'on s'est donné dans la vie? Peut-être mon père. Pas mal de trucs de mon père, en fait. Il m'a dit qu'il voulait pas me donner de valeur parce que c'était moi qui devais faire les miennes. Et j'ai trouvé ça hyper dur à porter pendant les 25 premières années de ma vie, parce que j'avais vraiment le sentiment de ne pas savoir pourquoi j'étais là, pas savoir ce qui était bien, pas savoir ce qui était mal, d'avoir été élevée sans ça, que c'était très dur de me forger une éthique personnelle. Et en fait, je suis bien contente d'avoir autant ramé, parce qu'il y a plein de choses qui sont plus faciles aujourd'hui. Parce que c'est moi qui ai un peu fait ma construction mentale, et c'est pas mal. Et il y a une deuxième chose, c'est que je demandais toujours, quand j'étais enfant, à mon père, quel aurait été son plus grand rêve. Et il m'a toujours dit, mais de quoi tu parles? Moi, je veux juste être heureux. Et je trouvais ça tellement stupide à l'époque. Et plus ça va, plus je me dis que tout ce que ça sous-entend, d'être heureux et de s'accomplir, c'est un rêve que la plupart d'entre nous n'arrivent pas à voir aboutir, et que c'est extrêmement ambitieux. Merci beaucoup, Maya. Vraiment. Merci pour cette heure passée ensemble. Merci pour l'intégralité de ton travail. Oh. Et merci sincèrement d'avoir fait découvrir Mademoiselle avec l'article qu'il fallait que tu écrives. J'en écris plein d'autres. Mais non, mais de rien, évidemment. Et c'était le bon temps, Mademoiselle. Et j'enverrai les gens qui veulent te suivre sur quelle plateforme tu préfères? Alors sur Le Monde, du coup, tu fais tes chroniques. Alors sur Le Monde, il y a la grosse chronique tous les dimanches en ligne, et il y a une chronique plus petite dans le papier, et personne n'est au courant, donc je le dis. Et GQ Magazine, le site /sex,
il y a 3-4 articles par semaine. Et en ce moment, c'est tout ce que je fais. Ce qui n'arrive d'habitude jamais. C'est pas mal, déjà. Voilà. Et si vous avez envie de contredire mon ancienne prof de radio qui trouvait que j'en ferais jamais, il y a encore tous les épisodes du podcast que j'ai fait l'an dernier pour Arte Radio qui s'appelle Sex and Sounds, sur les sons du sexe. Et puis voilà, sinon il y a des livres, il y a des bandes dessinées. Et il y a mon Instagram. Oh, allez voir mon Instagram. Yes, avec tes illustrations. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi. Et à très vite. Sois gentil, dis merci, fais un bisou. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode et une nouvelle femme fantastique à découvrir sous un nouveau jour. Tu peux t'abonner sur ton appli de podcast, bien sûr, et ça m'aide énormément à faire connaître ce programme si tu en profites pour aller mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire enthousiaste. Tu peux également faire découvrir ce podcast à tes amis par Deezer, Spotify, SoundCloud ou la chaîne YouTube dédiée, ou encore sur mademoiselle.com où les épisodes paraissent chaque jeudi. Ton soutien est précieux, alors merci sincèrement d'avoir écouté jusqu'au bout, merci pour les commentaires et les étoiles. Le meilleur moyen d'aider ce podcast à grandir et d'aider Mademoiselle à grandir, c'est encore d'en parler autour de toi si ça te plaît. Merci beaucoup, à jeudi.